Absolument pas. Vos ennemis, c'est vos ennemis. Nos ennemis, c'est nos ennemis. Chacun ses ennemis, chacun ses amis. Voilà l'héritage. Alors le G7 des pouvoirs économiques influents, importants, s'organise très souvent en rotation, vous savez, dans sa présidence, où on invite très souvent l'Afrique du Sud depuis 1999. Organisé au Japon, malheureusement, l'Afrique du Sud n'a pas été invitée du tout. Voilà. Vous ne viendrez pas, vous ne ferez pas partie de notre table. Notre table est rangée, notre tablé est fait. Malheureusement, vous ne ferez pas partie des invités. Voilà ce qui a été dit sans nécessairement être dit. Le Japon organise, comme je viens de le dire, le G7, puisque c'est son tour. L'Afrique du Sud a été exclue. On va comprendre pourquoi, très vite. Avant de commencer, faites ça, vous savez comment ça se passe. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Donc le Japon invite l'Union africaine au sommet du G7. Exclut l'Afrique du Sud de la réunion de puissance mondiale qui devrait avoir lieu le 19 au 21. Le Japon invite l'Union africaine au sommet du G7 et exclut l'Afrique du Sud de la réunion de puissance mondiale. Le gouvernement japonais a invité l'Union africaine au prochain sommet du G7 et exclut l'Afrique du Sud, participant régulier. L'Afrique du Sud participe évidemment à ces événements du G7 qui sont très fréquents, mais l'Afrique du Sud participe depuis 1999. Le président comorien Azali Assoumani, actuel président de l'instance continentale, devrait représenter l'Afrique au pourparlers d'Hiroshima, a annoncé lundi la présidence sud-africaine dans un communiqué. Le gouvernement japonais qui accueille le G7 a décidé pour sa version du sommet d'inviter l'Union africaine au lieu de pays africains individuels, a-t-il déclaré. Par conséquent, le président du Comore, qui est l'actuel président, assistera aux réunions du G7, plus et non l'Afrique du Sud. La réunion de puissance mondiale devrait avoir lieu très bientôt et l'Afrique, composée de 57 États, a cherché à devenir un membre permanent du groupe de 20 nations les plus riches du monde. C'est très intéressant. Donc, on ne va pas aller dans les détails pour pas trop tuer notre temps. Ce qui est très clair, c'est quoi? L'Afrique du Sud a toujours fait partie de cette réunion tirée sur le volet très intéressant des grandes puissances du monde. Et soudainement, on leur dit qu'ils ne feront plus partie, qu'ils ne viendront pas, ils ne sont pas invités à cette réunion. Mais on fera appel au président comorien parce qu'il représenterait, d'après eux, l'entièreté de l'Afrique. Donc vous, les Sud-Africains qui partez depuis 1999, ça fait beaucoup d'années, plus de 20 ans, désormais, vous ne viendrez pas. On prendra le président comorien en relatif pour aller représenter vos intérêts. Chose qui est très claire. Alors, ce qui se passe ici, c'est quoi? Il faut savoir que le monde fonctionne avec les intérêts. Il y a très peu de temps, les observateurs israéliens de l'Union africaine ont été boutés hors de la réunion. Pour ceux qui s'en souviennent, on leur a demandé de partir parce que ces observateurs israéliens étaient là pour observer les réunions africaines. Pour quelles raisons? On ne sait pas trop. Beaucoup de gens ont dit pourquoi est-ce qu'ils viendraient observer une réunion africaine puisqu'il n'y a pas d'observateurs africains en Israël en train d'observer, ou en Europe d'ailleurs. Alors on a demandé de manière très embarrassante à cette personne observatrice de sortir de la salle. Quelque temps après, Israël a fait un discours disant ils ne sont pas contents, sachant que c'est l'Afrique du Sud qui a initié cette histoire. L'Afrique du Sud a initié cette histoire de dire il faut chasser le monsieur là, qu'est-ce qu'il fait ici? Et maintenant, Lady Pandore a répliqué, elle a dit ce qu'elle avait à dire en ce moment-là. C'est-à-dire l'Afrique du Sud depuis un temps est en train de se révolter par rapport à beaucoup de choses sur le plan international. Et on sait que les Sud-Africains de nature, ils sont évidemment des gens qui ont obtenu leur indépendance en 1994, très récemment, mais ce sont des gens très forts sur le plan réclamation et sur le plan indépendance. Ce sont des gens qui souvent savent comment exprimer ouvertement leur désarroi sans nécessairement avoir peur d'être foudroyés ou d'être frappés ou quelque part ailleurs. Maintenant, le G7 est largement considéré comme exerçant une influence internationale significante. Il est catalysé et dirigé de plusieurs motifs mondiaux majeurs, notamment des efforts pour lutter contre la pandémie du VIH, fournir une aide financière aux pays en développement et lutter contre les changements climatiques par le biais de l'accord de Paris en 2015. Donc ils sont là, ils discutent sur comment le monde va évoluer. Bon, là-bas, chez G7, ils discutent aussi comment votre pays va évoluer, sans nécessairement que vous soyez inclus d'une façon ou d'une autre. Vous avez besoin d'aide, évidemment. Comme vous avez besoin d'aide, il faudrait que l'on cherche un moyen par lequel vous aider sans votre accord, peu importe. C'est exactement ce qui s'est passé avec l'histoire là, hein, vous vous en souvenez. On a refusé que vous vous serviez de vos histoires traditionnelles. Il fallait attendre que l'ordre vienne de quelque part ailleurs pour qu'on sache comment prendre soin de toutes ces personnes qui sont dans d'autres continents. Évidemment, qui sont comme des enfants en attente que le grand frère quelque part ailleurs trouve des solutions. Alors, le G7, de manière très intéressante, ils ont fait une déclaration. Les ministres des Affaires étrangères du G7 ont promis mardi que les pays qui fournirait une assistance à la Russie pour sa guerre contre l'Ukraine
on paierait le prix fort dans une déclaration publiée à l'issue de la réunion au Japon. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est une coïncidence puisqu'ils viennent de dire que le pays qui assisterait la Russie dans son histoire, dans sa guerre, dans sa lutte contre, peu importe, en Ukraine, en subirait le prix fort. Est-ce que vous pensez que c'est une coïncidence? La coïncidence n'est plus, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut honnêtement dire qu'il n'y a plus de coïncidence? Parce que c'est clairement dit là. Tout celui qui portera son aide à la Russie dans cette histoire sera notre ennemi. C'est un peu ça, n'est-ce pas? On n'oublie pas qu'il y a quelque temps, la Russie a mis en garde le Japon par rapport à sa flotte navale qui était trop près de la Russie. Et aussi, le Japon, on dit le premier ministre Fumio Kishida vient de faire une commande de missiles Tomahawk américains, plus de 400 missiles Tomahawk. Le Japon, vous savez, c'est un pays où les gens veulent la paix. D'accord? Les gens cherchent la paix. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, ils ont essayé d'éviter les histoires. En fait, leur armée était presque skeleton. Et récemment, ils ont commencé à acheter les armes. 400 missiles Tomahawk à 1 600 000 $ par missile. Acheter où? Vous connaissez exactement où on achète. Qui bénéficie de cet argent? Vous connaissez exactement qui bénéficie de cet argent. Donc, quelque part, il est important de créer des désordres, de créer des histoires, des confusions pour que les gens achètent les missiles et les armements et tout ça. Et aussi, en attendant, quelqu'un fasse ses intérêts. N'est-ce pas? Bon, si moi, mon business, c'est de vendre les armes, n'est-ce pas? Est-ce que moi, je voudrais la paix? Soyons honnêtes. Non, attendez. Bon, si moi, je vends les bananes et que si je vais dans un quartier où personne ne mange les bananes, est-ce que je serais content? Non. Bon, si je vends les bombes, les missiles, les tomahawks, tout ça, est-ce que je serais content qu'il y ait la paix? Non. Répondez. Est-ce que je serais content? Bon, est-ce que je serais content si je vends 400 missiles? Bon, pour que je vende 400 missiles, c'est quoi la technique, la tactique de marketing? Il faudrait que je vous vende de la peur. Ah, tu vois ton voisin là-bas, il faut faire très attention. Hein. D'ailleurs, même si vous vous êtes jamais chamaillé, regarde comment il a battu l'autre voisin, tu risques d'être le prochain. N'est-ce pas? N'est-ce pas ou pas? Mais n'est-ce pas ou pas? Dites, écoutez, on va couper la vidéo si vous ne répondez pas. Écrivez. N'est-ce pas? Oui ou non? Si vous vendez les armes, il vous faudrait qu'il y ait quand même des manigances pour que quelqu'un ait le courage d'acheter vos armes. Il faudrait comprendre une chose. On vit dans un monde où on veut centraliser les choses. On veut que tout le monde réfléchisse de la même façon. Si vous n'aimez pas notre façon de voir les choses, vous n'êtes pas démocratique. Si vous n'aimez pas notre façon de voir la vie sur le plan parental, familial, vous n'êtes pas démocratique. Alors il faut vous apporter la démocratie. Et l'apport de la démocratie, d'après un groupe de personnes, c'est venir chez vous, bombarder, exploser, changer de leader. Ok? Mais si vous parliez de changer de leadership et ils disent qu'il faut respecter les droits des gens. Donc on respecte les droits des gens quand c'est dans leur intérêt. Mais quand ce n'est pas dans leur intérêt, alors là, on vous apporte la démocratie. L'Afrique du Sud sera exclue jusqu'à quand, on ne sait pas. Elle avait déjà été autorisée pendant beaucoup d'années, plus de 20 ans, à faire partie de ce groupe de personnes. Aujourd'hui, de manière très foudroyante, on voit, puisqu'ils n'ont pas changé de position, ils sont restés fermes sur leur position par rapport à la Russie. Ils ont fait preuve de loyauté par rapport à leur amitié avec la Russie. Pendant longtemps, ils ont montré. Ce qui est très intéressant de se le voir, le Japon a été bombardé avec des bombes atomiques. Hiroshima, Nagasaki, où beaucoup de personnes ont perdu là. Nous savons qui a fait ça. Mais il n'y a pas de ressentiment par rapport à ça. C'est comme si on a complètement oublié. Ceux qui n'ont pas fait la guerre au Japon sont apparemment maintenant les ennemis du Japon. Est-ce que les Sud-Africains sont partis au Japon pour combattre? Mais là-bas, on a balancé les bombes atomiques. Qui a fait tomber ça? Pourquoi le Japon a oublié? C'est l'intérêt. Alors encore une fois, je pense qu'il est important de comprendre une chose. Une leçon est très simple. De ne pas avoir peur de faire usage de ses pensées. De ne pas avoir peur de rester ferme sur ses convictions. Si l'Afrique du Sud, ainsi que beaucoup d'autres pays d'ailleurs aujourd'hui, le nombre s'accroît d'ailleurs, sont restés figés sur leur position initiale. Celle de ne pas nécessairement condamner un certain groupe de personnes en bénéfice d'un autre groupe de personnes, c'est parce qu'ils sont convaincus par leurs propres convictions. Et je pense qu'un humain ou un homme cérébral doit être celui qui soit capable, apte de réfléchir pour lui-même. Tu fais partie d'une coalition, d'un gouvernement, d'un parti politique que vous aviez autrefois aimé. Vous avez autrefois adulé, aimé les progrès, les idées, les pensées. Mais finalement, vous sentez que les idées, les pensées changent. N'ayez pas peur de changer d'avis et de dire « Niet, ça, ce n'est pas ce que je voulais ». Vous faites partie d'une coalition, d'une appartenance où vous êtes en bon terme, en collaboration, en correspondance et que les choses, à un moment donné, ne sont pas bien. Vous n'avez pas d'argent, vous êtes en difficulté. Il ne faut pas nécessairement fuir et aller ailleurs parce que là-bas, apparemment, c'est beaucoup mieux. Il faut être ferme et loyal. Dans quelque temps, le président Poutine est censé être en Afrique du Sud pour leur réunion de BRICS, dans l'objectif de créer une nouvelle monnaie qui va contrer le dollar. Parce que le dollar étant servi partout dans le monde, on a besoin de cet argent pour faire des échanges. Comme le président Poutine récemment a été condamné par la CPI, la communauté pastorale des infiltreurs, on l'a condamné, on a dit qu'il sera, donc partout où il ira, il doit être arrêté, envoyé pour crime de guerre et tout le bazar. L'Afrique du Sud a ouvertement dit, nous allons accueillir, par le biais de Julius Malema, nous allons accueillir de manière en grande pompe le président Poutine. Le président Poutine ira, ça c'est clair, en Afrique du Sud au mois de juin. Et il n'ira pas seulement parce qu'il doit faire partie de la réunion. Il ira aussi pour prouver que vous ne ferez rien de moi. Et moi je pense que quelque part, nous pouvons le constater aussi, serait une façon pour le Japon de mettre la pression sur l'Afrique du Sud pour qu'il retire son aide, pour qu'il retire son soutien ou diminue son soutien à l'égard de la Russie. Est-ce serait une façon de vouloir pousser l'Afrique du Sud d'arrêter M. Poutine à son atterrissage à Johannesburg? Est-ce possible?
Puisque l'Afrique du Sud a parlé contre les agents israéliens dans le Parlement africain, puisque l'Afrique du Sud a montré sa position ferme par rapport à son soutien à l'égard de la Russie, sera-t-elle prochainement la cible de ces groupes de personnes? Les sanctions économiques, les sanctions politiques, les sanctions internationales pèseront-elles très bientôt sur l'Afrique du Sud et aussi par le même pas sur le peuple africain? Nelson Mandela a une fois été posé la question de savoir pourquoi tu parles avec l'URSS, pourquoi tu parles avec Cuba, pourquoi tu travailles avec Venezuela et d'autres pays avec lesquels nous ne travaillons pas. C'était aux États-Unis d'Amérique. Sa réponse était très claire et très dominante. Il voulait, en d'autres termes, dire vos ennemis ne sont pas nos ennemis. Pendant que nous étions en difficulté pendant l'apartheid, c'est eux qui nous ont aidés. C'est eux qui nous ont fourni ce dont on avait besoin. Vous étiez là à regarder, à rire et à observer notre souffrance. C'est eux qui nous ont aidés. Maintenant que nous sommes libres et presque égales, il faut le dire, vous espérez à ce que nous les rejetions parce que vous les avez rejetés? Absolument pas. Vos ennemis, c'est vos ennemis. Nos ennemis, c'est nos ennemis. Chacun ses ennemis, chacun ses amis. Voilà l'héritage qu'il aurait peut-être laissé ce grand homme à sa population sud-africaine. God bless.